L'Empire romain, au crépuscule du IIe siècle de notre ère et à l'aube du IIIe, présentait le visage déroutant d'une puissance mondiale à l'apogée de sa grandeur territoriale mais minée par des failles internes profondes. Cette époque, souvent perçue comme un âge d'or de la stabilité impériale, était en réalité une période de transition tumultueuse où les fondations de la République, depuis longtemps ensevelies sous le Principat, commençaient à craquer sous le poids d'une militarisation excessive et d'une crise de légitimité dynastique. Les frontières, de la brumeuse Bretagne aux sables de Mésopotamie, étaient sous la pression constante des peuples germains, Parthes et autres, exigeant un effort militaire et financier colossal. Dans les coulisses du pouvoir, à Rome même, le Sénat, autrefois cœur battant de la République, avait été réduit à un rôle largement cérémoniel, son autorité éclipsée par celle de la garde prétorienne et des légions provinciales, ces dernières devenant les véritables faiseurs d'empereurs. C'est dans ce contexte de paradoxe, de force apparente et de fragilité latente, de richesses obscènes et de tensions sociales explosives, qu'émergea l'une des figures les plus énigmatiques et scandaleuses de toute l'Antiquité, un adolescent syrien qui, pendant 4 brèves mais intenses années, allait défier, provoquer et fouler aux pieds toutes les conventions de la société romaine. Son nom de naissance était Varius Avitus Bassianus, mais l'histoire allait le retenir sous le nom infamant d'Héliogabale. L'histoire commence non pas dans le marbre et la pourpre de Rome, mais sous le soleil ardent de la province de Syrie, dans la ville dynamique et cosmopolite d'Émèse, un carrefour commercial et culturel où se mêlaient traditions gréco-romaines et cultes orientaux ancestraux. C'est ici, vers l'an 204, après J.C., que naquit le garçon. Son père, Sextus Varius Marcellus, était un homme politique romain de rang équestre, ayant gravi les échelons de l'administration impériale. Sa mère, Julia Soemia Bassiana, appartenait à l'une des familles les plus influentes de l'Empire. Elle était la nièce de l'empereur Septime Sévère, le patriarche d'une dynastie syrienne qui régnait sur Rome. Mais la figure dominante de ce clan matriarcal était sans conteste Julia Maessa, la grand-mère du jeune Varius. Veuve de Julius Avitus, elle était aussi la sœur de Julia Domna, l'impératrice célèbre pour son salon philosophique. Julia Maessa était une femme d'une intelligence politique redoutable, d'une ambition sans limite et d'une fortune colossale, accumulée grâce aux faveurs impériales. Après la mort de Septime Sévère et les règnes courts et violents de ses fils, Caracalla et Geta, c'est elle qui allait devenir l'architecte du destin improbable de son petit-fils. Le jeune Varius Avitus fut élevé dans un environnement privilégié, mais également imprégné d'une spiritualité intense et particulière. Émèse était le centre du culte d'Élagabale, ou El-Gabal, signifiant Dieu montagne, une divinité solaire non pas anthropomorphe, mais représentée par un béthyle, une pierre noire conique tombée du ciel, vraisemblablement une météorite. Ce culte, au rite extatique et fastueux, contrastait vivement avec le formalisme austère de la religion d'État romaine. Le jeune garçon, peut-être en raison de son tempérament ou par design familial, fut voué à ce dieu. Il devint son grand prêtre, le sacerdoce amplissimu, alors qu'il n'était âgé que de 13 ou 14 ans. Dans cette fonction, il n'était pas un simple desservant. Il était considéré comme l'incarnation terrestre de la divinité, l'intermédiaire unique entre le monde des hommes et la puissance solaire. Il était vêtu de robes de soie brodées d'or et de pierreries, le visage souligné de maquillage, et présidait à des processions complexes où il dansait de manière rituelle au son des tambours et des cymbales, entouré de femmes consacrées. Cette expérience formative fut cruciale. Elle lui inculqua une vision théocratique du pouvoir, une conviction absolue en sa propre divinité et un mépris naturel pour les traditions qui n'étaient pas les siennes. Il apprit à être l'objet d'une adulation de masse, à être le centre d'un univers ritualisé où ses désirs se confondaient avec la volonté divine. Le destin de l'adolescent prêtre bascula brutalement en 217. L'empereur Caracalla, son cousin par sa mère, fut assassiné en Mésopotamie sur ordre de son préfet du prétoire, Macrin, qui s'auto-proclama empereur. Pour Julia Maessa et sa famille, retirés à Émèse, ce changement de régime était une catastrophe. Macrin représentait une menace pour leur fortune, leur influence et peut-être même leur sécurité. L'ambitieuse matriarche ourdit alors un complot d'une audace stupéfiante. S'appuyant sur sa richesse légendaire et sur les liens tissés avec la 3e légion gallica stationnée près d'Émèse, une légion qui, par hasard ou par calcul, vénérait également le dieu solaire, elle répandit la rumeur que son petit-fils, le jeune prêtre, n'était autre que le fils illégitime de Caracalla. Cette filiation, bien que presque certainement fictive, offrait une légitimité dynastique précieuse aux soldats en quête d'un chef légitime.
Le 16 mai 218, les soldats de la 3e Gallica, probablement soudoyés copieusement par Julia Maessa, proclamèrent le jeune Varius Avitus Bassianus empereur sous le nom de Marcus Aurelius Antoninus, un nom choisi pour évoquer la lignée des Antonins. Macrin, impopulaire et pris de court, fut vaincu lors d'une bataille près d'Antioche et tué peu après tandis qu'il tentait de fuir. À 14 ans à peine, sans avoir jamais mis les pieds en Italie, l'enfant prêtre syrien devenait le maître absolu du monde romain. L'Empire, qui s'attendait à voir un soldat endurci lui succéder, recevait à sa tête une divinité vivante aux allures androgynes. Le nouvel empereur, que l'histoire allait connaître sous le nom dérivé de son dieu, Héliogabale, ne se pressa pas pour rejoindre sa capitale. Il passa plus d'1 an en Orient à consolider son pouvoir et à régler les suites de la guerre civile. Ce n'est qu'à l'automne 219 que le cortège impérial fit son entrée solennelle dans Rome. Ce fut un choc culturel pour les deux parties. Pour les Romains, la vision fut surréaliste. En tête du défilé, non pas en impérator cuirassé, mais en grand prêtre oriental, se tenait un adolescent au visage fardé de blanc et de rouge, vêtu de robes de soie pourpre et dorée, serrée à la taille, tombant jusqu'aux pieds, et couvert de bijoux féminins, colliers, bracelets, boucles d'oreilles. Il portait une couronne ornée de pierreries, mais son regard était ailleurs, déjà absorbé par une spiritualité étrangère. Derrière lui, objet de toute sa dévotion, venait le véritable centre de son univers, la pierre noire d'Élagabale, transportée avec une dévotion extrême depuis son temple d'Émèse, installé sur un char richement décoré tiré par 6 chevaux blancs immaculés. L'empereur lui-même, contrairement à l'usage qui voulait qu'il guide le char, marchait à reculons devant la pierre sacrée, le regard fixé sur elle, tenant ses rênes pour guider symboliquement les chevaux. Le spectacle était à la fois fascinant et profondément inquiétant pour la foule romaine, habituée à la gravita et à la simplicité martiale d'un Trajan ou d'un Marc Aurèle. Ce n'était pas un général, ce n'était pas un juriste, c'était un hiérophante étranger, une incarnation vivante de l'Orient mystérieux et décadent que Rome avait conquis mais dont elle se méfiait instinctivement. Contrairement à ce que sa légende noire pourrait laisser croire, le début du règne d'Héliogabale ne fut pas immédiatement un désastre. Sous l'influence prudente et avisée de Julia Maessa, qui comprenait les codes romains, les premiers mois furent marqués par une certaine modération de façade. Le Sénat fut flatté, le peuple reçut les distributions d'argent traditionnelles congiaria, et l'administration continua de fonctionner avec l'élan de l'Ancien Régime. L'historien-sénateur Dion Cassius, pourtant son futur détracteur le plus virulent, note dans ses écrits que l'on espérait à Rome que la jeunesse de l'empereur et la sage influence de sa famille le feraient mûrir et évoluer vers un gouvernement plus conventionnel. Mais cette période de grâce fut de courte durée. Très vite, la vraie nature et la mission autoproclamée d'Héliogabale se révélèrent au grand jour. Il était venu à Rome non pour la gouverner, mais pour la convertir. Sa vision n'était pas politique, elle était eschatologique. Il se considérait comme le prophète d'un nouveau syncrétisme religieux universel, placé sous l'égide de son dieu solaire. Il fit immédiatement construire sur le versant nord-est du mont Palatin, en face du palais impérial, un temple somptueux et exotique, l'Elagabalium, spécifiquement conçu pour accueillir la pierre noire. Ce temple, par son architecture et son décor oriental, contrastait violemment avec les sanctuaires traditionnels alentour. C'est dans ce temple que Héliogabale instaura un culte quotidien d'une complexité et d'un coût exorbitant. 2 fois par jour, au matin et au soir, il accomplissait en personne les sacrifices. Mais il ne s'agissait pas de simples offrandes. Des animaux rares et exotiques étaient immolés en quantité astronomique, des centaines de taureaux, de béliers, mais aussi des lions, des autruches, voire des éléphants, symboles de la puissance impériale, étaient conduits à l'autel. Leurs entrailles, brûlées avec des aromates précieux venus des confins de l'Empire, cinnamome, encens, myrrhe, produisaient une fumée épaisse et parfumée qui envahissait en permanence le quartier du Palatin, une odeur enivrante et étrangère qui signalait à tous la présence du nouveau Dieu. Le scandale religieux, pour les Romains traditionalistes, fut immense et profond. Héliogabale ne se contenta pas d'ajouter Élagabale au panthéon romain existant. Il entreprit de le placer au-dessus de tous les autres, dans une position hégémonique. Il déclara publiquement que Jupiter, le roi des dieux et le protecteur traditionnel de Rome, n'était qu'un serviteur subalterne d'Élagabale. Dans un acte de suprême provocation, il fit transférer dans son nouveau temple les objets les plus sacrés du culte romain, le feu éternel de Vesta, les palladiums, et même les boucliers sacrés des Saliens, les anciles de Mars. Il affirma qu'ils seraient bien mieux honorés et protégés sous l'égide de son dieu solaire que dans leurs anciens sanctuaires. Pour les Romains, c'était bien plus qu'une excentricité. C'était un sacrilège absolu.
Une attaque frontale contre le Pax Deorum, la paix avec les dieux. Ce contrat sacré qui garantissait, selon leurs croyances, la survie et la prospérité de l'État. Ils semblaient vouloir démanteler la religion d'État pour la remplacer par son culte personnel. C'est à la confluence de cette dévotion religieuse fanatique et d'une pulsion sexuelle débridée que se situe le cœur du scandale héliogabalien. Pour l'empereur prêtre, il n'y avait apparemment aucune séparation entre le spirituel et le charnel, le sacré et le profane. Les rites en l'honneur d'Élagabal devinrent progressivement le prétexte et le cadre de manifestations qui traumatisèrent la société romaine et alimentèrent sa légende noire. Les cérémonies à l'Élagabalium prirent des allures de grandes performances orgiaques et théâtrales. Héliogabal, se prenant pour la vivante incarnation de la divinité, dansait de manière lascive et extatique autour de l'autel, accompagné du son obsédant des tambours et des cymbales, tandis que des jeunes filles syriennes, vêtues de voiles transparents, exécutaient des parades sensuelles et jetaient des fleurs sur l'assistance. Les sénateurs et les chevaliers romains, contraints d'assister à ces spectacles, étaient obligés de revêtir des tenues orientales, longues tuniques de soie, chaussures brodées, et devaient porter des plats d'offrandes précieuses sans trébucher, sous peine d'être ridiculisés ou pire. L'empereur jouissait visiblement de l'inconfort et de l'humiliation de l'élite romaine, qu'il contraignait à participer à ces rites étrangers. Le plus grand des sacrilèges, aux yeux des Romains, concerna les Vestales. Ces vierges consacrées à la déesse Vesta, gardienne du feu sacré de l'État, étaient les figures les plus pures, intouchables et respectées de la religion romaine. Leur chasteté, préservée sous peine de mort par enterrement vivant, était considérée comme le garant métaphysique de la sécurité et de la pérennité de Rome. Héliogabal, dans sa logique de syncrétisme forcé et de provocation, décida de marier son dieu. Il organisa des noces sacrées hieros gamos entre Élagabal et la déesse Minerve, ou, selon les sources, la déesse Luna ou Urania. Pour ce faire, il exigea qu'une Vestale, Aquilia Severa, quitte son sanctuaire et devienne son épouse impériale, incarnant ainsi la déesse. Le choc dans la ville fut indescriptible, un mélange d'horreur et d'incrédulité. Violer la chasteté d'une Vestale était l'un des crimes les plus graves que l'on puisse imaginer, un présage de catastrophe nationale. L'empereur, lui, balaya ses craintes d'un revers de main, affirmant que de cette union sacrée entre le dieu solaire et la déesse romaine naîtrait une race d'enfants divins. Ce mariage, bien que rapidement annulé sous la pression conjointe de Julia Maessa et d'un Sénat horrifié, symbolisa à jamais la rupture totale et définitive d'Héliogabal avec les traditions et les tabous les plus fondamentaux de Rome. Les historiens antiques, principalement Dion Cassius et Hérodien, dépeignent dans leurs récits, teintés d'une profonde hostilité, des scènes encore plus extrêmes et difficiles à vérifier, des sacrifices humains d'enfants choisis pour leur beauté, des consultations de devins et de mages pour lui trouver des partenaires sexuels dotés d'organes gigantesques, et des rites où l'empereur et ses favoris s'enduisaient le corps du sang encore chaud des animaux sacrifiés avant de s'accoupler en public, mêlant ainsi le sang, la religion et la sexualité dans un mélange qui scandalisait même les Romains les plus endurcis. Si une partie significative de ces récits relève certainement de la propagande post-mortem et de l'exagération destinée à justifier son assassinat, ils témoignent néanmoins de l'effroi viscérel que suscitait la perception d'une religiosité devenue pure licence et transgression sous le couvert de la dévotion. L'Élagabalium n'était plus un temple. C'était, dans l'imaginaire romain, une antre de perversion déguisée en sanctuaire. L'un des aspects les plus modernes, et par conséquent les plus discutés et réinterprétés, de la personnalité d'Héliogabal est sa relation complexe et transgressive au genre et à l'identité. Les sources antiques, bien que biaisées, sont unanimes sur un point. L'empereur rejetait avec force et constance le rôle masculin traditionnel vir, qui était socialement et politiquement attendu d'un dirigeant romain. Son aspiration allait bien au-delà du désir d'avoir des relations homosexuelles, une pratique relativement courante dans le monde romain, bien que strictement codifiée socialement, où le citoyen actif, le pénétrator, devait préserver sa masculinité. Héliogabal, lui, aspirait explicitement et publiquement à être une femme. Il exigea de son entourage qu'on l'appelle domina la maîtresse, impératrix, l'impératrice, et non impérator. Il se présentait comme l'épouse de ses amants masculins, se soumettant à eux dans le rôle passif qui était socialement dévolu aux femmes et aux inférieurs. Selon l'historien Dion Cassius, il offrit une fortune colossale à tout médecin qui serait capable de lui transformer le corps en corps féminin, évoquant même la possibilité d'une chirurgie primitive de réattribution sexuelle pour, disait-il,
rendre son enveloppe conforme à son être intérieur. La médecine de l'époque étant bien sûr totalement incapable d'une telle intervention, il se contenta de transformations superficielles mais hautement provocatrices et symboliques. Il se rasait intégralement le corps, s'épilait soigneusement, se maquillait avec art en blanchissant sa peau à la cerise et en rougissant ses lèvres et joues, portait des perruques longues et se parait de bijoux féminins, colliers, boucles d'oreilles, bracelets. Il arpentait les couloirs du palais et se présentait même en public vêtu de robes de soie multicolores, de stoles et de pallas, les vêtements traditionnels des matrones romaines. Il modifia sa voix pour la rendre plus aiguë, affina ses gestes et sa démarche pour imiter la grâce féminine. La rumeur, peut-être inventée mais significative, prétendait qu'il se serait même proposé de se faire castrer par un médecin pour se rapprocher de son idéal, n'en étant empêché que par l'intervention ferme et horrifiée de sa grand-mère, Julia Maessa, qui y voyait un suicide politique. Cette transgression n'était pas anodine ou simplement personnelle. Dans la Rome antique, la masculinité-vertu était la vertu cardinale d'un homme et surtout d'un dirigeant. Elle incarnait le courage, la force, la maîtrise de soi, l'autorité et le rôle actif dans la société. Être efféminé molli était le pire des opprobres, le signe d'une faiblesse morale, d'une corruption intérieure, d'une passivité honteuse et d'une indulgence malsaine pour les plaisirs. Pour l'élite sénatoriale et, plus grave encore, pour les soldats des légions et de la garde prétorienne, l'empereur n'était plus un commandant en chef digne de respect. Il était devenu une caricature monstrueuse et méprisable, une insulte vivante à tout ce que Rome valorisait. En se présentant comme une femme, Héliogabale ne bousculait pas seulement les conventions. Il dynamitait le fondement même de l'autorité romaine et sapait sa propre légitimité. Chaque apparition en tenue féminine était un coup porté à son pouvoir. La vie amoureuse et les relations personnelles d'Héliogabale furent, comme tout le reste, une succession de scandales soigneusement mis en scène et érigés en principe de gouvernement. Il se maria officiellement 5 fois, mêlant avec désinvolture alliances politiques et caprices personnels. Sa première épouse fut Julia Cornelia Polla, un mariage conventionnel et bref arrangé par Julia Maessa, rapidement dissous sous un prétexte futile. Vint ensuite le mariage le plus scandaleux, avec Aquilia Severa, la Vestale, une union sacrilège qui horrifia Rome et dont le retentissement fut immense. Puis, sous la pression familiale, il épousa Annia Aurelia Faustina, une descendante du vénéré Marc Aurèle, un mariage de pure légitimation dynastique destiné à calmer l'aristocratie. Enfin, dans un revirement surprenant, il divorça de Faustina et se remaria avec Aquilia Severa, comme pour narguer définitivement l'opinion publique. Mais ses véritables passions, celles qui consumaient son énergie et dictaient ses actions, étaient réservées à ses favoris masculins, qu'il n'hésita pas à épouser publiquement lors de cérémonies fastueuses qui, bien que dépourvues de toute valeur légale aux yeux du droit romain, défiaient toutes les conventions et bafouaient ouvertement la tradition. Le premier de ses époux fut un esclave chariotier d'origine carienne nommé Hiéroclès, un homme d'une beauté physique remarquée. Héliogabale en tomba follement amoureux, l'appelant son seigneur, son époux et son maître. Les rumeurs prétendaient qu'il se laissait maltraiter et frapper par Hiéroclès, y trouvant une forme de plaisir masochiste et une soumission qui correspondait à son identité féminine assumée. Hiéroclès, de simple esclave, acquit un pouvoir immense et corrupteur à la cour, distribuant charges, honneurs et faveurs contre d'énormes pots de vin, au point que beaucoup de solliciteurs préféraient s'adresser à lui plutôt qu'à l'empereur ou à ses ministres. Un autre favori célèbre fut Zoticus, un athlète de Smyrne réputé dans tout l'Empire pour la taille exceptionnelle de son anatomie. Héliogabale le fit venir spécialement à Rome avec un convoi officiel, l'accueillant avec un faste et des honneurs réservés aux souverains étrangers. La relation fut cependant de courte durée. Zoticus tomba en disgrâce presque aussitôt, selon la légende parce qu'il avait été rendu impuissant par un poison que lui aurait administré un courtisan jaloux de son influence naissante. Le palais impérial lui-même fut transformé en une sorte de lupanar permanent et théâtral, où la frontière entre la vie privée et le spectacle public était abolie. Les sources décrivent l'existence d'une chambre spéciale, une cella, où l'empereur se prostituait symboliquement sous le pseudonyme de Héroclès en hommage à son favori. Ses agents parcouraient les bains pubs et les bas-fonds de Rome pour lui ramener des hommes de basse extraction, prostituées, portefaix, soldats, choisis pour leur vigueur physique et leur ignorance de sa véritable identité. Ses gardes du corps, infiltrés dans l'établissement ou postés à l'extérieur, veillaient discrètement à sa sécurité tandis qu'il se livrait à ses fantasmes d'anonymat et de soumission sexuelle. Pour Héliogabale, le pouvoir suprême ne résidait apparemment pas dans le commandement ou l'exercice du gouvernement,
mais dans la liberté absolue et paradoxale de jouer tous les rôles, même les plus méprisés socialement, celui de la prostituée ou de l'esclave soumis. C'était une expérience existentielle radicale, une déconstruction du pouvoir par l'abjection volontaire. Héliogabale utilisait son pouvoir impérial non pas pour administrer l'Empire, gérer les crises ou commander les armées, mais pour mettre en scène un théâtre permanent de l'absurde, de la transgression et de l'humiliation. Ces banquets légendaires n'étaient pas des occasions de festoyer ou de discuter politique. C'étaient des pièges sadiques soigneusement élaborés, destinés à tester la loyauté de ses invités, à briser leur dignité et à jouir de leur embarras. Une invitation à dîner au palais était redoutée par l'élite romaine, qui ne savait jamais quelle nouvelle extravagance humiliante l'attendait. L'empereur avait tout un arsenal de farces cruelles. Il y avait le célèbre banquet des roses. Lors d'un dîner d'été, il fit déverser sur ses invités, depuis des trappes cachées dans le plafond, une telle avalanche de pétales de roses et d'autres fleurs que plusieurs convives, ensevelis sous le monticule odorant et glissant, en furent littéralement étouffés, incapables de se dégager, tandis que l'empereur riait de leur panique. Il y avait le jeu des animaux apprivoisés. Il lâchait soudainement dans la salle du banquet des lions, des léopards ou des ours, préalablement débarrassés de leurs griffes et de leurs dents, pour jouir de la terreur mortelle des convives qui ignoraient l'innocuité des bêtes et se précipitaient vers les sorties dans un chaos indescriptible. Il excellait dans l'art du trompe-l'œil culinaire. Il servait des mets somptueux, pain farci, loire au miel, langue de flamand rose, dans des récipients de terre cuite grossière, tandis que des plats en albâtre, en cire ou en bois sculpté, d'un réalisme parfait, étaient présentés sur des plateaux d'or massif. Il faisait servir à ses chiens de luxueux foies de faisan dans des mangeoires d'argent, narguant ainsi le gaspillage et l'inversion des valeurs. Mais le pire pour les orgueilleux sénateurs était l'humiliation ritualisée. Héliogabale obligeait ses invités de haut rang, vêtus de leurs toges précieuses, à se dévêtir et à revêtir des habits de femmes ou de prostituées, à danser de manière obscène sur des tables ou à participer à des jeux sexuels publics pour son seul divertissement. Il organisait des concours de boissons ou d'endurance sexuelle, offrant des cadeaux somptueux aux gagnants et infligeant des punitions ridicules aux perdants. Ces frasques n'étaient pas de simples excentricités juvéniles. C'étaient des démonstrations calculées de son pouvoir absolu. Il prouvait qu'il pouvait forcer les hommes les plus puissants de Rome à abandonner toute dignité, à se ridiculiser eux-mêmes, et qu'ils obéiraient par peur ou par ambition. Chaque banquet était un microcosme de son règne, un mélange de terreur, de débauche, de gaspillage et de mépris affiché pour l'établissement romain. Et chaque humiliation creusait un peu plus le fossé de la haine et de la rancœur, préparant silencieusement sa chute finale. Pendant que l'empereur se consacrait corps et âme à ses rites, à ses plaisirs et à ses mises en scène, la machine étatique de l'Empire romain continuait tant bien que mal de fonctionner, mais elle était dirigée par d'autres. La réalité du pouvoir quotidien était exercée par le duo de femmes le plus puissant de l'Empire, Julia Maessa, la grand-mère, et dans une moindre mesure Julia Soimia, la mère d'Héliogabale. Ces deux femmes, issues de la dynastie sévérienne, intelligentes et expérimentées, géraient l'administration, les finances, la correspondance officielle et tentaient de maintenir un semblant d'ordre et de continuité gouvernementale. Elles étaient les interlocutrices du Sénat, des gouverneurs de province et des commandants militaires. Elles comprenaient les codes romains et tentaient de contenir les excès de l'empereur, avec un succès de plus en plus limité. Mais le vrai pouvoir, le pouvoir ultime à Rome depuis longtemps, résidait dans les casernes de la garde prétorienne. Ces soldats d'élite, hommes rudes, traditionnalistes et profondément conservateurs, regardaient avec un dégoût croissant, mêlé de colère, le princeps syrien qui se fardait, dansait en robe de soie et organisait des orgies alors qu'ils s'attendaient à voir un chef militaire, un impérator qui partagerait leurs valeurs et les mènerait à la bataille. Les largesses financières initiales de Julia Maessa ne suffirent pas à acheter leur loyauté face au torrent incessant de scandales qui s'échappaient du palais. L'aristocratie sénatoriale, humiliée, bafouée et profondément choquée dans ses convictions les plus profondes, se regroupa progressivement autour de la seule alternative possible, Alexianus, le cousin cadet d'Héliogabale, fils de Julia Mamaea, l'autre fille de Julia Maessa. Le jeune garçon était tout son opposé, éduqué avec soin dans les valeurs romaines traditionnelles, sobre, respectueux des coutumes et de la religion d'État. Il représentait l'espoir d'un retour à la normale.
Julia Maessa elle-même, réaliste et pragmatique, comprit que le comportement de son petit-fils menaçait non seulement sa position mais la survie même de la dynastie. Sous sa pression, et face à la montée des mécontentements, Héliogabale fut contraint d'adopter son cousin en 221 et de le nommer César, c'est-à-dire héritier officiel, sous le nom d'Alexandre Sévère. Ce fut une erreur fatale. Dès lors, la cour et la ville se scindèrent en deux factions ouvertement hostiles. Les partisans résiduels de l'empereur Décade, souvent des affranchis ou des courtisans syriens, et ceux, de plus en plus nombreux et puissants, qui plaçaient tous leurs espoirs dans le jeune Alexandre, vu comme un restaurateur de la norme et de la dignité romaine. Héliogabale, pris de jalousie maladive et de paranoïa, voyant la popularité de son cousin grandir chaque jour, tenta à plusieurs reprises de le faire assassiner ou de révoquer son adoption. Mais il était trop tard. La garde prétorienne, farouchement loyaliste envers Alexandre, veillait sur lui comme sur leur futur chef, rendant toute tentative vaine et accélérant la crise finale. Le point de rupture ultime survint le 11 mars 222. Excédés par ce qui fut perçu comme une nouvelle tentative d'Héliogabale pour éliminer Alexandre, les prétoriens se rebellent ouvertement. Ils envahissent le palais impérial en criant le nom d'Alexandre et en réclamant la tête de l'impudique Syrien. La scène finale fut chaotique et sordide. Selon la version la plus répandue, Héliogabale, âgé de 18 ans à peine, terrifié, tenta de se sauver en se cachant dans un coffre à linge ou dans un placard des appartements privés. Sa mère, Julia Soemia, affolée, se jeta sur les soldats en hurlant et en les suppliant, les embrassant même aux genoux pour qu'ils épargnent son fils. Leurs cachettes furent rapidement découvertes, probablement dans les latrines du palais où ils s'étaient réfugiés. Il n'y eut ni procès ni formalité. L'empereur et sa mère furent massacrés sur place par les soldats en furie. Leurs corps, mutilés et attachés à des crocs, furent traînés nus dans les rues de Rome sous les huées et les quolibets d'une foule déchaînée. On infligea à la dépouille de l'empereur l'ultime insulte. Elle fut jetée d'abord dans les égouts de la ville, les Cloaca Maxima, puis, comme ceux-ci étaient trop étroits, on la retira pour la précipiter dans les eaux du Tibre, l'empêchant ainsi à jamais d'avoir une sépulture, ce qui était, pour un Romain, le châtiment suprême et la condamnation à l'oubli. Le Sénat, soulagé, prononça immédiatement contre lui la damnatio memoriae, condamnation de la mémoire. Son nom fut systématiquement martelé sur toutes les inscriptions publiques, ses statues brisées ou retravaillées pour représenter son successeur, et tous ses actes officiels furent annulés. Rome tentait frénétiquement d'effacer jusqu'au souvenir de ces 4 années de cauchemar. Alexandre Sévère, âgé de 13 ans, lui succéda. Sous la régence ferme de sa mère, Julia Mamaea, et l'influence persistante de Julia Maessa, qui avait ainsi sauvé la dynastie en sacrifiant un de ses petits-fils, il s'employa à restaurer la tradition romaine avec une ferveur conservatrice. La pierre noire fut renvoyée avec respect à Émèse, le temple d'Héliogabale fut fermé et purifié, et les anciens cultes romains furent rétablis dans tous leurs droits. Le règne d'Alexandre Sévère fut un bref intermède de modération et de tentative de retour à l'ordre, avant que les terribles crises du IIIe siècle, invasion, guerre civile, effondrement économique, ne secouent l'empire de fond en comble. Qui était vraiment Héliogabale, derrière le voile épais de la propagande, de la haine et des exagérations? Un pervers dégénéré assoiffé de sensations fortes? Un monstre précoce corrompu par un pouvoir absolu acquis trop tôt? Un adolescent perturbé psychologiquement, peut-être psychotique, intoxiqué par une religiosité fusionnelle et une adulation sans limite? Une figure transgenre avant l'heure, incomprise et persécutée par une société profondément rétrograde et intolérante, dont la quête désespérée d'identité fut diabolisée? Un prêtre fanatique sincère mais culturellement inadapté, incapable de comprendre les codes de la société qu'il était censé diriger, et qui tenta d'imposer sa vision théocratique avec la brutalité de l'innocence et de la certitude? La vérité historique est sans doute un mélange complexe et insondable de tous ces éléments, enveloppés dans les couches épaisses de récits hostiles. Les sources principales, Dion Cassius et Hérodien, sont des sénateurs romains horrifiés. Leurs écrits sont teintés de mépris de classe pour cet oriental, de haine politique pour l'ennemi de leur ordre, et d'un conservatisme moral profond. Ils avaient tout intérêt à noircir le tableau à l'extrême pour justifier le meurtre de l'empereur et légitimer le régime suivant. Pourtant, le noyau des excès, de la provocation religieuse, du rejet spectaculaire des codes de genre, du mépris affiché pour l'aristocratie et du goût pour la théâtralité scandaleuse, est trop consistant et rapporté par trop de sources indépendantes pour être entièrement inventé. Il sait quelque chose de fondamentalement et délibérément transgressif dans le personnage. Aujourd'hui, Héliogabale est une icône paradoxale,
une figure de projection. Pour certains, il reste l'archétype du tyran décadent et fou, l'incarnation du mauvais empereur dans toute sa splendeur grotesque. Pour d'autres, particulièrement dans la communauté LGBTQ+, il est une figure tragique, précoce et émouvante de la non-conformité de genre et sexuelle, une victime de l'intolérance brutale de son époque, dont la quête d'identité fut écrasée par le poids d'une société incapable de la comprendre. Pour les artistes, les poètes et les décadents, des symbolistes français du XIXe siècle comme Jean Lombard ou Arthur Rimbaud à certains courants artistiques contemporains, il incarne l'esthétique suprême de l'excès, du bizarre, de l'artificialité et de la fusion radicale entre l'art et la vie, entre le ritualisme et la perversion. Son héritage ultime est peut-être celui-ci, un rappel que le pouvoir absolu peut non seulement corrompre absolument, mais qu'il peut aussi servir de mégaphone déformant à des identités, des désirs et des spiritualités que l'histoire traditionnelle, écrite par les vainqueurs, a toujours tenté de faire taire, de ridiculiser ou d'effacer. Héliogabale fut un désastre complet en tant qu'empereur, un accident de l'histoire, mais son histoire, exagérée ou non, continue de fasciner, de scandaliser et de questionner notre rapport aux normes, au genre, à la religion, au pouvoir et aux limites de l'expression de soi. Il demeure, plus que jamais, l'énigme